Bastogne, le 6 janvier 1945. C'est avec difficulté que je me suis mise en route aujourd'hui. D'abord une météo froide, humide et brumeuse, ensuite mon état à moi. Je suis courbaturée et je tousse à m'arracher les poumons. Probablement un gros rhume, mais je suis exténuée. J'arrive au centre des réfugiés et me trouve nez à nez avec le fiancé d'une amie, Gabriel Baudouin, instituteur de fraîche date. Il m'explique qu'il est arrivé de Sterpigny à Bastogne par un trajet jalonné de 1000 embûches. Il m'annonce que mon ami est salement touché au bras par un éclat d'obus. Je me précipite dans la salle et retrouve Jeanne, couchée sur une civière et un médecin américain à son chevet. À la demande d'Elisabeth, je reprends la rédaction de son journal. En s'approchant du lit de Jeanne, elle s'est écroulée, sans connaissance. Les médecins ont diagnostiqué dans un premier temps une énorme fatigue due au surmenage. Ils ont été obligés de se rendre compte qu'une pneumonie avait eu raison de la santé d'Elisabeth. Je fais le tour des différentes salles mises à la disposition et m'aperçois que la misère et le dénuement sont présents partout dans ces locaux. Les militaires sont couchés sur des matelas et pour certains même le sol. La plupart d'entre eux sont dans l'antichambre de la mort. Les infirmiers, les brancardiers, les médecins et les bénévoles de la Croix-Rouge sont comme des abeilles dans une ruche. Une activité intense et continue anime tout le bâtiment. Elisabeth et Jeanne sont dans une pièce que les Américains s'évertuent à chauffer à 17 degrés, température en dessous de laquelle il ne faut surtout pas descendre si on veut guérir d'une pneumonie. Une explosion terrible nous vient du bas de la ville. Très vite, les bruits font état d'un camion chargé de mines qui a déjecté tous les soldats qui se trouvaient là, à proximité. Il n'y aura donc pas de trêve de l'horreur. Pourquoi me suis-je donc mis tout seul dans la gueule du loup ? Alors que les Alliés avancent dans leur contre-offensive, repoussant les Allemands petit à petit vers la frontière grand-ducale et libérant un à un les villages ardennais, l'espoir revient dans les localités libérées et le ravitaillement s'organise. Henri Mignon est réfugié à Dinay quand les Américains libèrent le village. Ils avaient installé à Dinay-Willogne leur cuisine dans l'église du village. Enfin, l'église servait à tout, ça servait aussi de poste de secours, un peu tout. Et tous ceux qui avaient perdu leurs biens, leurs maisons, etc., étaient autorisés à passer à la cuisine américaine après les soldats américains. Donc nous avons été ravitaillés systématiquement à la cuisine américaine. Alors là, on s'est régalés. Hein. Nous, c'était même chouette pour nous parce que ma sœur et moi, surtout la deuxième, on mangeait avec eux. On avait des petites crêpes, du chocolat. Alors je me souviens d'un matelas qui était dans la pièce arrière avec deux soldats noirs qui avaient pris une boîte de conserve, genre fruits cocktail. On avait une seule cuillère et on mangeait, nous quatre. C'est extra. Jean Lambert et sa famille ne peuvent pas encore bénéficier des largesses des libérateurs. Si les Américains arrivent dans le village le 2 janvier, ils n'ont pas encore atteint la maison isolée des Lambert. Dès le matin, nous avons vu les Allemands qui se sauvaient, qui partaient. Et je me souviens qu'il y en a un qui a dit « Voilà votre amis qui reviennent », en français, d'un air narquois. Et effectivement, les Américains ont repris Michan, qui se trouve à moins d'1 kilomètre, mais ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Au moment où les Allemands
partaient, donc ils partaient précipitamment. Nous les regardions par le soupirail de la cave. Et tout d'un coup, nous avons vu 2 Allemands qui revenaient vers nous en courant. On s'est dit, ça y est, ils reviennent pour nous fusiller. En réalité, ils revenaient chercher une énorme casserole de viande, grosse casserole qu'ils avaient laissée et qu'ils emportaient avec eux. Donc ça nous a plutôt fait sourire. Inquiets pour leur sécurité, les parents de Jean Lambert décident de se réfugier dans les caves de la tannerie, situées 200 mètres plus bas. Quand nous sommes partis, ça ressemblait, ça me rappelait mes images de la Belle au bois dormant. Il y avait les gros frênes qui jouxtaient la maison, étaient complètement cassés. Et pour faire quoi, il y a peut-être 200 mètres, il nous a fallu peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. On aurait cru qu'on avançait dans la forêt vierge. Et enfin, nous avons pu... Et alors, en plus, à mi-champ, comme il y avait presque uniquement des fermes, les Américains donc avaient combattu toute la journée, la moitié des maisons brûlées. C'était effrayant, il faisait aussi clair qu'en plein jour. Arrivés à la tannerie, les Lambert se réfugient dans les caves, mais ils ne sont pas encore débarrassés des Allemands. Le 4 janvier, ils voient débarquer des soldats dans leur abri de fortune. Comme ils étaient camouflés en blanc, on ne pouvait absolument pas voir s'il s'agissait d'Américains ou des Allemands. Alors je sais bien qu'avec nos cousins, est-ce qu'ils c'est des Allemands, est-ce qu'ils c'est des Américains, qu'est-ce qu'ils c'est enfin. Malheureusement, nous avons été vite mis au courant. On a vu un officier SS qui était comme un fou furieux. Il avait un revolver en main et dit voilà, civil parti, 5 minutes. Sinon, fusillés. Et je pense qu'ils avaient l'intention, c'était aussi pour prendre nos provisions, de nous tuer. Mais à ce moment-là, comme mon père parlait très bien l'allemand, j'ai déjà dit, nous avons eu la chance qu'il ait discuté avec lui. Et l'allemand lui a demandé, quand même, il se radoucissait voyant qu'on parlait sa langue, comment parlez-vous aussi bien l'allemand? Et il leur a dit, mes parents étaient allemands, ce qui est absolument faux. À ce moment-là, on était très anti-allemand, en tout cas contre les nazis. Et il disait, la nuit, mes parents viendront me tirer par les pieds parce que j'ai dit ça. Mais ça a radouci l'allemand qui nous a quand même chassés et qui nous a chassés vers mi-champ. À l'Étaille, André Hubert et sa famille sont toujours sous la coupe des soldats du Troisième Reich. Très tôt, le matin du 3 ou du 4, est arrivée une troupe allemande en furie. Ils étaient habillés de noir, je ne sais pas si c'était des tankistes ou des SS, et ils nous ont intimé l'ordre de quitter la maison. On a dit, ben oui, mais encore une pièce à côté où nous pourrions aller. Ils ont dit, rien du tout, vous décampez immédiatement. Alors on a rassemblé des vêtements chauds, des couvertures, et nous sommes partis sans savoir où nous allions atterrir. Ils trouvent finalement un abri dans l'étable des voisins. Ils sont rejoints par d'autres réfugiés pour finalement former un groupe d'une trentaine de personnes. Parmi les personnes d'Auchan qui sont arrivées, il y avait une cousine qui était enceinte et qui a eu la bonne idée d'accoucher dans l'étable. Et un soir, vers 23h, minuit, ma maman et une voisine ont procédé à l'accouchement et moi je tenais la chandelle. Pourquoi moi, me direz-vous? Ben parce que la plupart des personnes qui étaient là étaient accablées de dysenterie, étaient faibles, et sans doute que j'étais un des plus résistants. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de linge pour emmailloter le bébé. Alors le lendemain matin, ma maman est partie pour aller voir aux alentours si elle pouvait trouver quelque chose. Et elle est allée chez des voisins à 200 mètres de là, qui eux étaient restés dans leur maison. Le monsieur était en train d'agoniser parce qu'il avait été atteint d'un éclat d'obus la nuit précédente. Maman est sortie en pleurant et un Allemand qu'il a vu qui était à proximité lui a demandé pourquoi elle pleurait. Elle a expliqué la situation. Il est allé dans un camion chercher un coupon de tissu. Elle lui a donné le coupon de tissu. Je présume qu'il l'avait volé quelque part, mais enfin, il avait fait le bon geste.
Ne bénéficiant pas encore de ravitaillement, les civils réfugiés dans l'étable se débrouillent comme ils peuvent pour se nourrir. Les femmes se rassemblaient en fin de matinée pour essayer de concocter un espèce de repas, un genre de poté avec des pommes de terre, quelques légumes, un peu de viande, et on mangeait une fois par jour. On avait, si on peut dire, la chance d'avoir un pain d'Allemand tous les jours. Un Allemand m'avait repéré alors que je traînais par là, et il m'avait dit « Monsieur, il faudrait scier du bois ». J'ai dit « Écoutez, moi je n'avais pas du tout envie de scier du bois pour les Allemands ». Je dis « Moi je ne refuse pas de scier du bois, mais je n'ai pas mangé. Je suis faible, je suis incapable de scier du bois ». Et il m'a dit « Vous sciez du bois ». Alors, je me suis exécuté. Et un quart d'heure après, elle m'a apporté un pain d'Allemand. Un pain noir, qu'ils appelaient le Kommissbrot, que nous, les Belges, appelions un pain de cheval. Il fallait presque une scie ou une hache pour le couper en tranches. Mais enfin, il était le bienvenu. Et tous les jours, il m'apportait un pain, moyennant quoi je devais lui scier du bois. À Langlire, Jean-Pierre Offergeld et ses parents sont toujours réfugiés dans les caves de la ferme Thielen, occupée par les Allemands, lorsqu'un événement dramatique se produit. J'ai demandé à mon père à pouvoir essayer de manger. Je suis monté dans cette cuisine où se trouvaient les Allemands. Je vois encore cette cuisine. Et sur la table, il y avait un os de jambon. Il ne restait plus que l'os, avec probablement un tout petit peu de chair autour. J'ai demandé à un Allemand si je pouvais prendre cet os. Il m'a dit oui, bien sûr. Contre le mur de la cuisine, dans le divan, dormait le fermier qui était malade. Monsieur Thielen avait pu rester dans la cuisine. Il y avait une grande carte sur la table où les Allemands indiquaient sans doute où les Américains arrivaient. Et j'avais mon os et un Allemand m'a pris sur ses genoux. Et je rongeais cet os quand subitement est tombé un obus sur cette cuisine. Je vois encore le coin de la cuisine. Et il y a une grande flamme, tout est devenu bleu, des cris. Je me suis précipité vers la cave, en criant aux gens, bougez-vous, je suis tué. Ce qui a créé un petit moment de détente dans ce désarroi. Il n'empêche que le fermier, M. Thielen, avait été tué sur son divan. Plusieurs Allemands étaient tués ou blessés. Décidant d'installer leur quartier dans les caves plus sûres, les Allemands chassent les civils hors de la ferme. Ceux-ci sont contraints de trouver un autre abri. Ils se dirigent vers une autre ferme, située à environ 300 mètres de là. Ces 200 ou 300 mètres m'ont paru une éternité. Les balles qui sifflaient, les obus qui tombaient. Et nous sommes arrivés au carrefour où se trouvait un petit bâtiment dans lequel il y avait un Allemand posté et qui avait sa mitrailleuse orientée vers où les Américains devaient venir. Et il nous a fait nous abriter dans ce petit abri où nous nous y sommes mis en tous les cas. Et mon père a vu que la ferme, la première ferme dans laquelle nous étions, la ferme de M. Le Screnier, brûlait, où on y avait laissé nos traîneaux. Alors il est parti chercher les traîneaux parce que nous avions besoin. Parti dans ce combat chercher les traîneaux et il est revenu. Et quand il est revenu, nous avions peur évidemment et cet Allemand l'a pris dans ses bras. Et ils pleuraient. Ils pleuraient tous les deux de voir cette famille.